Dans l'obscurité sinistre du 41e millénaire, l'espoir n'était plus qu'une braise qui s'éteignait. L'humanité, autrefois destinée à régner sur les étoiles, avait été abaissée par des guerres incessantes, la corruption et le désespoir. Pourtant, au milieu des ténèbres de l'Imperium, un événement d'une importance extraordinaire était sur le point de remodeler le destin de la galaxie. Dans les chambres sacrées du sanctuaire de Guilliman de Macragge, sous d'imposantes arches gravées de vénération d'un passé glorieux, Roboute Guilliman, primarque des Ultramarines, reprit vie. Son réveil n'est ni le fruit du hasard, ni celui de la science des mortels. C'est la prophétie incarnée. Maintenu en stase pendant des millénaires, Guilliman avait été un phare silencieux, un symbole d'un empire désormais profondément blessé. Soudain, sous le regard vigilant des prêtres, des guerriers et des acolytes rassemblés, une lumière dorée et rayonnante commença à envelopper sa forme immobile. C'était une lueur divine qui pulsait doucement, illuminant chaque relief de pierre et chaque prière gravée dans les salles solennelles. Un chœur céleste semblait murmurer faiblement depuis des profondeurs invisibles, résonnant dans une profonde harmonie. Les témoins, les marines de l'espace agenouillés avec révérence, les sœurs de bataille psalmodiant avec dévotion, les prêtres techniciens invoquant la bénédiction de l'Omnicia, observèrent à bout de souffle le cœur de Guilliman reprendre un battement puissant et régulier. La cadence rythmique s'amplifia, résonnant avec une autorité palpable, chaque pulsation renouvelant une vitalité longtemps endormie. Puis, en un instant marqué par le destin, ses yeux s'ouvrirent, clairs, nets, imprégnés d'une sagesse sans âge. Guilliman se leva de son ancien trône avec une grâce délibérée, se tenant droit dans son armure qui brillait d'un nouvel éclat sous la lueur sacrée. L'assemblée tomba à genoux, submergée par la révérence. Car en cet instant, ils assistaient non seulement à la résurrection d'un primarque, mais aussi à la renaissance de l'espoir oublié de l'humanité. La présence même de Guilliman rayonnait de détermination et de résolution, imprégnant l'air d'une grandeur solennelle. Le primarque s'avança, et chacun de ses pas se répercuta de manière significative, résonnant dans les salles de marbre qui attendaient depuis longtemps son retour. Il contempla son environnement, absorbant la vaste étendue des années perdues, sentant dans la pièce à la fois la crainte et le désespoir. Il comprit immédiatement que l'impérium qu'il avait contribué à forger était fracturé, maintenu par une foi fragile et un courage chancelant. Sa voix, lorsqu'elle fut enfin prononcée, était profonde, puissante, mais tempérée par un profond chagrin. Les mots de Guilliman reconnaissaient les ténèbres que l'humanité avait endurées, déclarant sans équivoque son intention de réclamer et de restaurer l'impérium fracturé. Son discours fit naître l'espoir dans les cœurs fatigués par une lutte incessante, réveillant des émotions qui s'étaient engourdies sous le poids oppressant des millénaires. La nouvelle du réveil de Guilliman se répandit rapidement, parcourant tout Ultramar et bien au-delà. Sur d'innombrables mondes, les fidèles et les désespérés murmuraient avec respect le retour du primarque, osant à nouveau croire en la délivrance. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité sentit poindre un véritable espoir, fragile mais indéniable. Pourtant, Guilliman lui-même ne ressentait pas un optimisme aussi simple. Au fur et à mesure que sa conscience s'élargissait, il percevait profondément à quel point le sort de l'humanité était devenu sinistre. L'impérium n'était plus que l'ombre de sa gloire passée, paralysé par la superstition, l'ignorance et les conflits internes. La corruption et la décadence s'étaient infiltrées en son sein, menaçant de consumer l'empire galactique que son père, l'empereur, avait imaginé. Debout au milieu de l'ancien sanctuaire, Guilliman ressentait vivement le lourd fardeau de son objectif. Il comprenait que la résurrection qu'il avait vécue n'était qu'un début,
un prélude à des batailles à la fois martiales et spirituelles, des épreuves de volonté et de sagesse. Son retour n'était pas simplement symbolique, c'était un appel à l'humanité, annonçant soit la rédemption, soit la ruine. Alors que l'aube se lève sur Macragge, les immenses portes de bronze du sanctuaire s'ouvrent, baignant Guilliman dans la lumière d'un jour nouveau. S'avançant d'un pas, sa présence était silhouettée par un rayonnement doré, incarnant la vision prophétique des anciens voyants. Déterminé et résolu, Guilliman savait que sa résurrection changerait le cours de l'histoire. La tâche monumentale de reforger l'Imperium, d'unir une humanité fracturée et d'affronter à la fois les horreurs de l'au-delà et les démons de l'intérieur, s'annonçait. Guilliman n'était pas seulement revenu en tant que guerrier, mais aussi en tant que phare, le dernier espoir de l'humanité. La clarté de son but gravé dans son âme, Guilliman s'avança pour faire face à l'état sinistre de l'humanité, pleinement conscient de l'énormité de sa tâche et de l'urgence de sa mission. La galaxie attendait, elle avait désespérément besoin de héros, elle aspirait au retour des légendes. Sortant des salles sacrées de sa résurrection, Roboute Guilliman contempla la vaste étendue de Macragge, baigné dans la splendeur tranquille d'une aube dont il n'avait pas été témoin depuis 10 000 ans. Sous un ciel doré, des citadelles de marbre et des villes tentaculaires s'élevaient fièrement, rappelant les gloires passées. Mais même ici, Guilliman sentait la décadence sous le vernis de la prospérité. Il voyagea vers l'extérieur, accompagné seulement d'une petite suite de guerriers et de conseillers de confiance. Son pèlerinage était calme, réfléchi, et son cœur était chargé de questions. À travers Ultramar, Guilliman observa des mondes qui avaient jadis prospéré grâce aux nobles idéaux de la civilisation, mais qui étaient désormais entachés par la négligence et le désespoir. Là où fleurissaient autrefois l'apprentissage et le progrès, persistaient désormais l'ignorance et la superstition, ombres projetées par des millénaires de conflits et de stagnation. Sur Espandor, il a traversé des villes construites pour célébrer des triomphes oubliés depuis longtemps, aujourd'hui abandonnés et croulant sous le poids du temps. En parcourant des rues autrefois animées par de fiers citoyens, Guilliman était hanté par des fantômes du passé, des visions de foules en liesse acclamant ses victoires, aujourd'hui remplacées par des survivants silencieux aux yeux creux qui l'observaient avec une crainte prudente sur son passage. Sur Thalassar, Guilliman a visité des bibliothèques qui avaient préservé la sagesse des âges. Ces dépôts, autrefois symboles lumineux de l'accomplissement humain, étaient assombris, leurs étagères dépouillées de connaissances, les textes sacrés laissés à l'abandon sous des couches de poussière. Les gardiens parlaient à voix basse de purges et de peurs, de vérités interdites et de lumières perdues. Le cœur de Guilliman se serra à cette vue, reconnaissant à quel point l'ignorance s'était enracinée. Chaque monde apportait son lot de chagrins et d'idées nouvelles. Sur Khalt, Guilliman contempla des paysages meurtris qui portaient encore les blessures de batailles menées bien après son époque. La planète, autrefois joyau d'Ultramar, était le témoin de guerre dont le but s'était réduit à un rituel dénué de sens. En contemplant les champs de bataille jonchés d'épaves et de tombes anonymes, Guilliman ressentit une amère ironie. Les guerres destinées à défendre l'humanité avaient érodé son âme même. Où qu'il se tourne, Guilliman rencontre les échos d'un empire perdu. De fières architectures, autrefois conçues pour symboliser l'unité humaine, se dressaient fracturées et oubliées. Les monuments érigés à la gloire de héros dont on ne se souvient plus bordent des rues vides, rappel silencieux du lent déclin de l'humanité. Ces réflexions ont rongé son esprit, forgeant en lui un profond sentiment d'urgence et de perte. Pourtant, au milieu de la dévastation, Guilliman a été témoin de lueurs de résilience.
Il a vu des hommes et des femmes lutter contre l'adversité, s'accrocher obstinément à l'espoir, animés d'une foi inébranlable dans le destin de l'humanité. Ils ont travaillé sans relâche, soutenant des civilisations fragiles à force de volonté, de détermination et de sacrifice, des vertus que Gilliman respecte profondément. C'est dans ces aperçus de l'esprit indomptable de l'humanité qu'il a trouvé une détermination renouvelée. Sur Yax, au milieu des sanctuaires de guérison fréquentés par des médecins épuisés mais dévoués, Gilliman s'arrêta, humilié par leur inlassable compassion. Malgré des ressources limitées, ces hommes et ces femmes préservaient la vie avec une dignité remarquable. Leur détermination tranquille en dit long sur le potentiel de l'humanité à se relever si elle est guidée par la clarté et la détermination. C'est ici, dans ces salles de soins, que la détermination de Gilliman s'est consolidée. À la tombée de la nuit, le ciel étoilé s'est mis à réfléchir. Regardant vers le ciel, Gilliman se souvint clairement de l'empire que lui et ses frères avaient forgé, brillant, ambitieux et plein d'espoir. Leur vision était pure, une galaxie unie par la raison et la force. Aujourd'hui, en regardant les mondes blessés de l'Imperium, il ne voyait que fragmentation et perte. Pourtant, Gilliman savait que le désespoir n'était pas sa vocation. L'Imperium était peut-être blessé, mais il respirait encore. Son peuple, accablé mais résistant, attendait le salut et un but. Gilliman comprit que sa résurrection n'était pas seulement symbolique, mais qu'il s'agissait d'un impératif, d'un commandement du destin lui-même pour réunir une humanité divisée et récupérer sa noblesse perdue. Debout sous l'immensité de la lumière des étoiles, Gilliman affirmait son but. Les souvenirs des gloires passées le guideraient. Les leçons du désespoir actuel tempéreraient sa détermination. L'humanité avait besoin d'unité, de clarté et de force, des vertus qu'il s'était juré d'incarner une fois de plus. Les mondes éparpillés de l'Imperium, perdus dans l'ignorance et la peur, seraient reforgés sous la main ferme de son chef. À l'approche de l'aube, Gilliman avance avec une nouvelle certitude. Le pèlerinage avait cristallisé sa vision, l'ancrant à la fois dans la triste réalité et dans une détermination pleine d'espoir. Sa voie était toute tracée. L'avenir de l'humanité avait besoin de sa force, de son leadership et de sa détermination inébranlable. Gilliman restaurerait l'Imperium, non par la nostalgie, mais par le renouveau, la clarté et le courage. Au fur et à mesure que le pèlerinage de Gilliman avançait, la solitude lui offrait un espace de réflexion plus profond que la simple observation des ruines physiques. Chaque monde apportait avec lui les échos non seulement d'une gloire perdue, mais aussi d'une perte personnelle profonde, des souvenirs qui surgissaient maintenant, sans être cachés, mais puissamment vivants. Ses frères, les primarques, hantaient chacun de ses pas, leur présence étant tangible dans l'air qu'il respirait. Dans les sanctuaires tranquilles, sous les flèches imposantes, Gilliman s'arrêtait, les yeux fermés dans une méditation silencieuse, et sentait l'empreinte persistante de son parent. Il revoyait le visage de Sanguinius, rayonnant de compassion et de tristesse. Gilliman se souvenait parfaitement de la noblesse sans limite de l'ange, de son sacrifice sur Terra gravé de façon permanente dans l'âme du primarque. La douleur de cette perte restait vive, même après des millénaires. La blessure n'était pas cicatrisée, mais approfondie par le passage incessant du temps. Sur les champs de bataille meurtris et silencieux, Gilliman imaginait Horus, non pas le traître monstrueux dont la rébellion avait brisé l'Imperium, mais le noble guerrier dont le charisme avait un jour uni leur fraternité. La tragédie de la chute d'Horus pesait lourdement sur Gilliman, un rappel constant de la fragilité de l'humanité, de la façon dont même les âmes les plus brillantes pouvaient succomber aux ténèbres.
Ces souvenirs ne le remplissaient pas d'amertume, mais d'une profonde tristesse, d'une reconnaissance endeuillée de tout ce qui avait été perdu. Sur les vaisseaux qui dérivent silencieusement dans le vide, Guilliman perçoit l'écho fantomatique de Ferrus Manus, dont la force inébranlable et la volonté farouche l'inspirent à jamais. Pourtant, l'admiration s'accompagnait de la douleur amère de connaître le destin de Ferrus, la mort de son frère étant un sinistre témoignage de la cruauté implacable de la guerre. Guilliman pleurait non seulement sa perte, mais aussi le vide qu'elle avait créé au sein de leur fraternité, un vide qu'aucun temps ne pourrait combler. Pourtant, au milieu de l'angoisse, Guilliman trouva du réconfort en se souvenant de ses frères, dont le sort restait incertain. Les pensées de Vulcan lui apportaient chaleur et espoir, sa compassion et son humanité étant un phare au milieu de la brutalité de la galaxie. Peut-être la disparition de Vulcan cachait-elle un but plutôt qu'une défaite, une possibilité qui s'agitait doucement dans l'esprit de Guilliman, laissant présager de futures retrouvailles. De telles pensées étaient à la fois fragiles et puissantes, un subtil présage d'éveil potentiel encore invisible. Ces pensées se tournaient souvent vers Leman Russ, le roi loup, dont le courage ardent avait toujours inspiré une loyauté farouche. Russ avait disparu dans la légende, promettant de revenir un jour lorsque l'humanité en aurait le plus besoin. Guilliman ressentait une vérité tacite. Cette heure approchait peut-être rapidement, annoncée par des chuchotements et des présages dispersés dans tout l'Imperium. Même Jagatai Khan, l'insaisissable guerrier des vents et des étoiles, est resté dans les visions de Guilliman. L'esprit d'aventure du Khan, son refus de céder, résonnait profondément. Guilliman imaginait son frère traversant les royaumes inconnus au-delà de la réalité, peut-être au seuil du retour, son esprit agité n'étant pas oublié, mais attendant d'être rappelé. Ces visions, qui n'étaient au départ que de simples échos, devenaient de plus en plus nettes au fil des jours. Le désir émotionnel de Guilliman s'intensifia, poussé non seulement par une nostalgie personnelle, mais aussi par une nécessité urgente. L'Imperium avait désespérément besoin des conseils, de la force et de l'unité des primarques. Son fardeau solitaire semblait insupportable sans la détermination partagée des frères qui se tenaient autrefois à ses côtés. Pourtant, au milieu de la perte et de la nostalgie, Guilliman a senti une agitation, des murmures subtils et éthérés effleurant sa conscience. Dans ses rêves et ses rêveries éveillées, ses chuchotements se firent plus forts, plus insistants, porteurs de messages qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Les voyants et les astropathes de sa suite commencèrent à murmurer des visions, des chuchotements suggérant l'approche de quelque chose de monumental. Un soir, sous les étoiles qui scintillaient dans l'obscurité de l'espace, Guilliman se tenait tranquillement, le cœur et l'esprit ouverts à ces signes intangibles. Des visions d'un monde forestier verdoyant dérivent dans ses pensées, une forteresse entourée d'un ancien secret. À l'intérieur, il sentit une présence familière, puissante mais endormie, attendant un réveil imminent. Guilliman a reconnu ces signes pour ce qu'ils étaient, une promesse, fragile mais certaine, du retour d'un autre frère. Il ne savait pas quand précisément, ni ne saisissait pleinement la nature de la prophétie qui se déroulait devant lui. Mais les murmures parlaient assez clairement. Le destin s'agitait sans relâche, faisant signe vers des événements encore invisibles. Alors que Guilliman se tenait sous la tapisserie d'étoiles, contemplant l'avenir inconnaissable, son désir se transforma lentement en une anticipation tranquille. La galaxie était au bord de la révélation, l'espoir se mêlant à l'appréhension. Une certitude émergea de l'incertitude tourbillonnante qui l'entourait.
Ils n'affronteraient bientôt plus seuls ce chemin intimidant. Quelque part au-delà du voile du temps et de l'espace, un autre primarque attendait, prêt à s'éveiller et à répondre à l'appel désespéré de l'humanité. Dans l'ombre et le silence qui règnent sous le rocher, la colossale forteresse astéroïde et monastère des Dark Angels, le temps semble s'être figé. Dans ce sanctuaire caché, entouré de secrets et de mythes, Leon L. Johnson, primarque des Dark Angels, sommeillait. Des millénaires s'étaient écoulés depuis son dernier souffle, sa forme légendaire étant préservée dans une stase intemporelle, cachée même à ses propres fils. Pourtant, alors que la renaissance de Guilliman résonnait à travers l'Imperium, un subtil remue-ménage se fit entendre dans les anciennes chambres du rocher. Des chuchotements nés dans des coins d'ombre commencèrent à résonner dans des couloirs silencieux, enveloppés de secrets et de présages. Bibliothécaires et aumôniers échangèrent des regards inquiets, pressentant un changement imminent dans le destin, un changement dont la gravité restait voilée, mais dont la présence était indéniable. Au plus profond des salles les plus interdites du rocher, cachées derrière des grilles et gardées sans relâche par d'anciens guerriers, quelque chose s'agita. Une vague d'énergie psychique se répandit dans l'air, troublante et électrique. Les bougies vacillaient, les ombres dansaient sur la pierre usée par le temps. Les guerriers vétérans, vigilants et stoïques, resserrèrent leurs armes, leur pouls s'accélérant, leur sens aiguisé par l'appréhension et le respect. Puis, sans crier gare, le champ de stase contenant le lion se mit à scintiller violemment, crépitant d'énergie éthérée. Un éclair aveuglant illumina la chambre, projetant des ombres sur des bannières archaïques portant l'héraldique de batailles perdues et d'anciennes victoires. Dans un bruit de tonnerre, le champ de stase se brisa comme du verre fragile, les éclats se dissolvant instantanément dans l'air. Dans ce calme soudain se tenait le lion, imposant et royal, à l'armure immaculée et fière, vêtu d'émeraude et d'or. Ses yeux s'ouvrirent, immédiatement alertes et vifs, reflétant un savoir et une détermination inaltérés par le passage d'innombrables siècles. Les personnes présentes s'agenouillèrent avec révérence, le cœur saisi par l'admiration, voyant la légende devenir réalité sous leurs yeux. Leon L. Johnson s'avança avec la grâce d'un guerrier, chaque mouvement délibéré, chaque geste imposant le respect. Sa présence dégageait une autorité tempérée par le mystère, une force enveloppée dans une contemplation tranquille. Il observa son environnement, familier, mais imprégné maintenant d'âge et d'ombre, et comprit instantanément qu'il était parti bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Les Dark Angels rassemblés tombèrent à genoux, le cœur lourd de respect et d'incertitude. Le regard perçant du lion balaya chaque visage, voyant clairement le mélange de révérence et de peur dans leurs yeux. Sa voix grave mais mesurée rompit le silence respectueux, exigeant des réponses de la part de guerriers à la fois stupéfaits et déstabilisés par le retour inattendu du primarque. La nouvelle du réveil de Leon L. Johnson a provoqué une onde de choc qui s'est propagée rapidement à travers l'Imperium, bien au-delà des salles secrètes du rocher. Les astropathes ont relayé des messages urgents à travers le warp, propageant rumeurs et rapports à une vitesse sans précédent. En l'espace de quelques jours, des secteurs entiers ont chuchoté le retour du lion, des nouvelles accueillies avec étonnement, crainte et espoir prudent. L'Imperium, encore sous le choc de la renaissance de Guilliman, était maintenant confronté à une autre révélation sismique. L'humanité s'était à peine habituée au retour miraculeux d'un primarque que déjà une autre figure légendaire émergeait des profondeurs de l'histoire. L'exaltation le dispute à l'incertitude, l'espoir à la méfiance. Pourtant, l'éveil du lion L. Johnson était indéniablement perçu par beaucoup comme un nouveau signe divin, une prophétie qui s'accomplissait sous leurs yeux.
Au sein des Dark Angels, la réapparition du Primarque inspirait à la fois une dévotion respectueuse et une appréhension subtile. Leon L. Johnson était à la fois vénéré et énigmatique, connu pour son caractère distant et ses secrets bien gardés. Des questions circulaient parmi ses légionnaires, des murmures sur ses intentions et ses ambitions restaient sans réponse, résonnant comme des chuchotements dans les couloirs de pierre. Guilliman lui-même a ressenti l'écho de ce retour spectaculaire, y voyant la confirmation de ses visions. Le réveil de son frère a renforcé la conviction de Guilliman que le destin s'était mis en marche, les guidant une fois de plus vers l'unité. Pourtant, même Guilliman s'interroge sur le moment et le mystère du retour du lion, sentant que la véritable signification n'est pas encore révélée. Pour l'heure, l'Imperium se tenait en haleine, au bord de l'incertitude. Le retour de 2 Primarques avait déjà modifié les attentes de l'humanité, laissant présager l'avènement d'une nouvelle ère, remplie à la fois de périls et de promesses. L'équilibre des forces s'était considérablement modifié, penchant vers un destin encore indéterminé, mais indéniablement capital. C'est ainsi que, sous des étoiles qui ont vu des empires s'élever et s'effondrer, Leon L. Johnson a émergé du mythe et de la légende, s'avançant résolument vers les sombres réalités d'une galaxie qui a désespérément besoin de héros. Son réveil était plus qu'un simple retour. Il annonçait une nouvelle ère, au bord du précipice de la révélation. Le lion L. Johnson n'a pas perdu de temps pour affirmer son autorité sur les Dark Angels. Rapidement, il convoqua une assemblée solennelle au cœur du rocher, appelant les plus hauts gradés de sa légion à se rendre en sa présence. La salle, éclairée par des torches vacillantes, portait les bannières d'anciennes victoires, dont les couleurs délavées témoignaient d'innombrables siècles. Ici, au milieu des murmures de crainte et d'inquiétude, le lion se préparait à reprendre la tête de sa légion, une légion profondément transformée par sa longue absence. Les guerriers rassemblés s'agenouillèrent dans un silence discipliné, la tête baissée, respectueux mais craintifs. Ils attendaient les ordres d'un Primarque devenu légendaire, dont les actions et les intentions étaient entourées de secrets et de légendes. Lorsque Leon L. Johnson s'adressa enfin à eux, sa voix était empreinte d'une autorité que le temps n'avait pas entamée et qui résonnait profondément en chacun des Marines. Il a parlé de devoir et d'honneur, d'unité et de force. Ses paroles étaient mesurées mais puissantes, attirant l'attention sans effort. Les yeux perçants du Primarque rencontraient chaque regard, les retenant avec une intensité qui communiquait à la fois son autorité et la gravité du moment. Ces guerriers l'écoutaient, le cœur gonflé de fierté, mais saisi d'une incertitude persistante, chaque phrase faisant écho au poids de son mystérieux retour. Leon L. Johnson a rapidement restructuré le commandement, réaffirmant les anciennes traditions, tout en introduisant des réformes décisives, façonnées par sa vision unique. Chaque ordre qu'il donnait comportait des implications subtiles, des allusions à des stratégies et à des objectifs qui n'étaient que partiellement révélés. Il parlait de menaces internes et externes, son attitude étant à la fois rassurante et inquiétante. Les Dark Angels acceptèrent consciencieusement ces ordres, même si des murmures discrets d'incertitude persistaient chez certains. Les officiers vétérans, les guerriers dont la vie a été façonnée par les traditions établies en l'absence du lion, se débattent intérieurement entre l'obéissance et le doute. Leur vénération pour leur Primarque était absolue, mais les implications de son retour, tant politiques que spirituelles, remettaient en question des croyances profondément ancrées. Le retour du lion était miraculeux, certes, mais il a fait remonter à la surface des questions gênantes dont les réponses sont restées secrètes. Malgré ces incertitudes,
les Dark Angels se sont rapidement adaptés à la présence renouvelée de leur primarque. La simple existence du lion L. Johnson a revigoré leur sens du but et de la destinée. L'entraînement s'est intensifié, les flottes se sont mobilisées et les campagnes, longtemps restées dans l'impasse, ont rapidement repris sous la direction ferme du lion. Les victoires suivirent rapidement, consolidant encore davantage son leadership, faisant taire les doutes sans jamais les éradiquer complètement. Au-delà de la forteresse monastère, la nouvelle de l'affirmation du commandement du lion se répercuta à l'extérieur, amplifiant les ondes de choc qui se propageaient déjà à travers l'impérium. Alliés et rivaux observaient attentivement, interprétant chaque mouvement avec un espoir prudent ou une suspicion méfiante. Guilliman lui-même recevait des rapports détaillés, considérant la consolidation rapide du pouvoir de son frère avec un optimisme mesuré, tempéré par la prudence. Le retour du lion a considérablement modifié la politique impériale, ajoutant des couches de complexité et d'intrigue à un paysage politique déjà fracturé. Alors que certains mondes se réjouissaient ouvertement de son retour, d'autres l'envisageaient avec une certaine appréhension, conscients des tensions historiques, des vieilles rivalités et des mystères non résolus entourant les Dark Angels. Dans les salles de gouvernance et les salles de guerre de la galaxie, les conversations s'orientent vers la spéculation. Les astropathes ont relayé des messages teintés d'incertitude et d'espoir. Les conseils politiques débattaient prudemment, se demandant si la résurgence du lion L. Johnson était synonyme de salut ou d'instabilité. Dans tout l'impérium, la tension s'intensifiait, comme les nuages d'orage qui s'amoncelaient sur des horizons lointains. Au sein de sa propre légion, le lion L. Johnson ressentait vivement ce courant sous-jacent. Il percevait clairement le mélange de révérence et de doute parmi ses guerriers et comprenait leurs hésitations sans ressentiment. Il était un primarque, un symbole des plus hautes aspirations de l'humanité, mais aussi une créature profondément secrète. Son retour n'était pas un simple triomphe, c'était le signe avant-coureur d'un destin complexe qui se déroulait encore. En privé, le lion réfléchissait attentivement à la suite des événements, conscient que ses retrouvailles avec Guilliman allaient s'avérer cruciales. Une telle rencontre aurait une incidence non seulement sur leurs légions respectives, mais aussi sur l'impérium dans son ensemble. L'unité entre eux était cruciale. La division condamnerait irrémédiablement l'humanité. Ainsi, alors que le lion L. Johnson se tenait au cœur stratégique du rocher, le regard tourné vers les étoiles lointaines et les destins incertains, il se préparait aux retrouvailles capitales qui l'attendaient. Il comprenait parfaitement que son retour avait mis en branle des forces plus grandes que lui, des forces qui se dirigeaient inexorablement vers une rencontre décisive. L'impérium se tenait prêt, retenant son souffle dans une anticipation collective, sachant que le destin lui-même attendait au seuil de ses retrouvailles. Sur le monde solennel d'Espandor, sous d'imposantes statues commémorant d'anciens héros, Roboute Guilliman attendait l'arrivée de son frère, Lion L. Johnson. Un vent léger agitait les bannières marquées d'une héraldique fanée, les murmures du passé flottant doucement dans le silence. Guilliman resta immobile, encadré par des monuments de pierre qui parlaient avec éloquence des triomphes oubliés de l'humanité, profondément conscient que l'histoire l'observait attentivement. Lorsque le lion est arrivé, descendant la rampe d'un énorme Thunderhawk, le silence s'est imposé aux guerriers rassemblés. Deux primarques, deux symboles vivants des plus grandes réalisations de l'humanité, se tenaient à quelques pas l'un de l'autre, s'étudiant dans un profond silence. L'instant était chargé d'une intensité née des retrouvailles, après 10 000 ans de solitude et de perte. Le lion L. Johnson s'avança le premier, tendant une main gantée. Guilliman la saisit fermement,
le geste étant riche en symboles. Dans ce simple contact se trouvait une fraternité retrouvée, des liens reforgés malgré les ravages des millénaires. Leurs regards se croisèrent, chaque primarque lisant dans l'autre le reflet de leur passé commun, des souvenirs remplis à parts égales de gloire et de chagrin. Ensemble, Gilliman et Lyon L. Johnson passèrent sous d'imposantes voûtes et pénétrèrent dans un hall de marbre poli, aux murs gravés de peintures murales représentant les victoires qu'ils avaient partagées autrefois. Ils se déplacèrent en silence, chaque peinture murale incitant à la réflexion. Des images d'Ulanor et d'innombrables batailles scintillaient dans des tons or et argent, leur évoquant des rêves autrefois vibrants, aujourd'hui ternis par la trahison et la tragédie. Lorsqu'ils prirent enfin la parole, leurs mots étaient mûrement réfléchis, à la mesure de l'énormité de leur tâche. Gilliman a exprimé sa gratitude pour les actions rapides du lion, reconnaissant ouvertement la force que le retour de son frère apportait à l'impérium fracturé. Le lion L. Johnson l'a écouté solennellement, acceptant les louanges, tout en étant conscient des doutes persistants et des soupçons qui entourent sa résurgence. Leur conversation s'est rapidement orientée vers l'état désastreux de l'impérium. Gilliman parle de chaos et de stagnation, d'ignorance et de peur. L'impérium a désespérément besoin d'unité et d'un leadership décisif. Le lion L. Johnson acquiesça d'un air sombre, reconnaissant leur responsabilité commune. Tous deux comprenaient parfaitement le fardeau qui pesait sur leurs épaules, un fardeau que seul un autre primarque pouvait apprécier à sa juste valeur. Pourtant, ils savaient que la simple réunion était insuffisante. Le symbolisme seul ne sauvera pas l'humanité de son déclin accéléré. Seules des actions décisives et une détermination partagée, tempérées par l'unité et la détermination, pourraient stabiliser un empire qui s'enfonce dans les ténèbres. Les primarques discutèrent de stratégie, chacun définissant soigneusement ses priorités et planifiant la meilleure façon de tirer parti de leurs forces combinées pour obtenir un impact maximal. Au fur et à mesure que leur dialogue s'approfondissait, des tensions subtiles sont apparues, rapidement reconnues, mais respectueusement admises. La foi de Gilliman dans la réforme et la raison s'est parfois heurtée à la discrétion et à l'approche pragmatique de Lyon L. Johnson. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'ont laissé ces différences les diviser. Au contraire, chacun a reconnu la nécessité d'équilibrer l'ouverture et la prudence, l'unité et l'autonomie. Tout au long de leur discussion, le symbolisme est resté très présent. Les statues qui les entouraient rappelaient aux deux primarques le potentiel de l'humanité, son passé glorieux, son présent périlleux et son avenir incertain. L'unité entre eux symbolisait la renaissance potentielle de l'humanité, la chance de retrouver la noblesse perdue et de reconstruire la confiance brisée. Ils se sont unis non seulement en tant que frères, mais aussi en tant que guides, éclairant un chemin à travers l'incertitude et l'obscurité. Mais alors que leur détermination se renforçait, la conversation s'orienta inévitablement vers des rumeurs, des chuchotements qui circulaient dans tout l'impérium, de plus en plus forts, de plus en plus insistants. Les deux primarques avaient senti quelque chose au-delà de leur retour, une prophétie s'insinuant dans leurs rêves, des visions qui laissaient présager l'éveil d'un autre primarque. Gilliman exprima ouvertement ses inquiétudes, racontant les visions d'un loup rôdant dans les ombres, des chuchotements liés sans équivoque à l'Eman russe. Le lion L. Johnson écouta attentivement, affirmant que des murmures similaires étaient parvenus jusqu'à lui, résonnant dans les couloirs du rocher. Des prophéties subtiles, suggérant le retour imminent d'un primarque, une présence à la fois réconfortante et inquiétante. Leur reconnaissance commune de ces rumeurs renforça leur compréhension.
Un autre frère approchait. Son éveil était une force tout aussi prometteuse que dangereuse. Leur réunion, aussi importante soit-elle, n'avait été que le prélude à quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigeait vigilance et préparation. Le destin n'avait pas fini de tisser ses fils, et la tapisserie de l'avenir de l'humanité renfermait des secrets qui n'avaient pas encore été dévoilés. Ainsi, Gilliman et Lion L. Johnson se tenaient ensemble sous le regard d'anciens héros, prêts à affronter les épreuves qui les attendaient. Ils avaient retrouvé leur fraternité, unis par un objectif et conscients que le destin de l'Imperium reposait désormais lourdement sur leurs épaules, attendant, à bout de souffle, la révélation de l'éveil du prochain primarque. Alors que les retrouvailles entre Gilliman et Lionel Johnson résonnaient dans tout l'Imperium, les murmures sur le retour imminent d'un autre primarque se transformèrent en signes prophétiques indéniables. Dans chaque secteur, des confins du Segmentum Obscurus au cœur du Segmentum Solar, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, redonnant vie à d'anciens mythes longtemps considérés comme oubliés. C'est l'ombre de Leman Russ, le légendaire roi loup de Fenris, qui hante désormais l'imaginaire collectif de l'humanité, rôdant silencieusement au seuil de la réalité. D'abord, il y eut des récits épars provenant d'avant-postes lointains, de mondes isolés dont les populations clairsemées parlaient avec crainte de visions apparaissant au milieu de nuits froides et de vents rugissants. Sur Fenris même, sous un ciel perpétuellement plongé dans le crépuscule, les prêtres runiques des loups de l'espace se tenaient au sommet de pics enneigés, lisant les présages lancés par des étoiles alignées selon des schémas inconnus. Les vents glacés murmuraient les secrets d'un loup, grand et redoutable, dont les hurlements transperçaient les rêves et les visions éveillées. Dans les grandes salles des Crocs, au plus profond de la forteresse montagneuse de Fenris, les anciennes sagas, les chants du départ de Russ vers l'œil de la terreur, résonnaient plus fort que jamais. Les Space Wolves, guerriers féroces liés par le sang et l'honneur, sentaient dans leur cœur que ces signes annonçaient le retour de leur primarque. Le grand loup Logan Grimnar lui-même consultait quotidiennement les prêtres des runes, en quête de clarté au milieu d'une tempête de prophéties. Pourtant, même leur sagesse ne leur permettait pas de saisir toute la signification de ces visions. Au-delà de Fenris, dans d'innombrables secteurs, les présages se multiplièrent. Sur des mondes ravagés par une guerre sans fin, des soldats juraient, au nom de l'empereur, qu'un loup spectral rôdait au crépuscule sur les champs de bataille en ruine, ses yeux flamboyants d'une féroce nuance d'ambre. Là où il passait, un silence glacial s'installait, comme si la réalité elle-même s'arrêtait dans le respect ou la crainte. De telles observations ont été rapportées par des régiments de la garde impériale et des chapitres de l'Adeptus Astartes, des témoignages remarquablement cohérents malgré les grandes distances. Parmi les astropathes et les voyants au service des mondes impériaux, les rêves devinrent saturés d'images lupines, si vivantes que beaucoup se réveillèrent convaincus d'avoir entrevu un avenir encore à venir. Les transmissions astropathiques contenaient de plus en plus d'étranges messages, des échos tissés de versets énigmatiques qui parlaient du retour du loup au seuil de la nuit. Chaque message intensifiait les spéculations, alimentant la soif désespérée d'espoir de l'humanité au milieu d'une tourmente sans fin. Même les navigateurs à bord des vaisseaux traversant le Warp parlaient avec inquiétude d'étranges apparitions guidant leur voyage. Ils ont rapporté qu'un loup spectral marchait à côté de leur vaisseau, sa forme lumineuse éclairant des chemins auparavant cachés. Bien que troublantes, ces apparitions n'ont jamais semblé menaçantes. Au contraire, elles émanaient une aura indubitable de gardiennage et de noblesse ancienne. Ces récits se répandirent rapidement, renforçant encore la croyance dans le retour imminent de Russ.
Sur Terra, sous les vastes flèches de l'ecclésiarchie, les clercs parcoururent les textes anciens à la recherche d'une confirmation ou d'une contradiction de ces prophéties naissantes. Des parchemins intouchés depuis des siècles furent examinés de près, révélant d'obscures références faisant allusion à l'éventuel retour du roi loup dans les heures les plus sombres de l'humanité. Bien que les interprétations varient, un consensus se dégage. Les signes sont indéniables. Les érudits impériaux débattent âprement. Certains considéraient ces présages comme des vérités littérales, annonçant la réapparition physique de Russe. D'autres les considéraient comme des symboles, des représentations de l'unité ou de la force non encore réalisée. Pourtant, malgré les interprétations divergentes, personne ne pouvait nier l'impact profond de ces visions sur la psyché de l'humanité. L'impérium vacillait entre espoir et crainte, anticipation et incertitude, délicatement placé au bord de la révélation prophétique. Gilliman et Lionel Johnson observèrent attentivement ce phénomène grandissant, conscients que de telles rumeurs avaient un pouvoir qui dépassait la simple superstition. Au sein de conseils privés, ils ont discuté de la signification de ces observations, reconnaissant la nécessité de répondre aux attentes croissantes de l'impérium. Gilliman comprenait bien la force galvanisante du mythe, le potentiel d'unité ou de division que ces rumeurs représentaient. Le lion L. Johnson, toujours pragmatique, est resté prudent tout en reconnaissant que les signes ne pouvaient être ignorés. Leurs discussions ont rapidement mis en lumière une autre dimension troublante. Des présages similaires, distincts mais tout aussi puissants, laissaient présager l'existence d'un autre frère. Des rapports ont fait surface concernant des visions totalement différentes de l'image lupine de Russe. Des visions de vastes steppes ouvertes sous des cieux infinis, remplis de cavaliers et de vents portant des noms chuchotés depuis longtemps perdus dans le temps. Les astropathes au service des cicatrices blanches, habituellement réticents et réservés, commencèrent à parler ouvertement de rêves prophétiques, mettant en scène de grandes chasses à travers les étoiles. Dans leur vision, une figure puissante chevauchait en avant, sans équivoque dans son identité. Jagatai Khan, maître de Chogoris, revenait, sa présence se faisant sentir dans des secteurs éloignés. Les similitudes et la convergence de ces deux prophéties exacerbèrent les tensions au sein de l'impérium, mêlant l'espoir et l'anxiété en un mélange puissant et volatile. Ainsi, l'attention collective de l'humanité se fixa sur ces deux séries de présages. L'ombre du loup se profilait, sa présence se mêlant désormais irrévocablement au murmure de Chogoris. Gilliman et le lion restèrent aux aguets, se préparant, sentant les fils du destin se tisser rapidement, irrévocablement. Alors que les murmures entourant l'Eman russe résonnaient dans toute la galaxie, des prophéties parallèles surgissaient avec la même ferveur, portées par les vents soufflants des lointaines steppes de Chogoris. Les rumeurs concernant le retour d'un autre primarque se firent plus insistantes, distinctes des présages lupins, mais entremêlées dans l'imagination collective de l'humanité. Dans tout l'impérium, le nom de Jagatai Khan, le légendaire primarque des cicatrices blanches, fut invoqué avec révérence et urgence. Les White Scars eux-mêmes, guerriers réputés pour leur attitude stoïque et leur brutalité au combat, virent leur calme discipliné troublé par des visions prophétiques d'une puissance indéniable. Les astropathes de leur rang, traditionnellement réservés et impénétrables, rapportèrent des rêves d'une clarté saisissante, des visions qui s'adressaient directement à leurs âmes féroces de guerriers. Nuit après nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, ces voyants se réveillèrent tremblants mais exaltés, murmurant avec révérence le retour imminent de leur primarque disparu. Sur Chogoris même, les vastes plaines s'étendaient à l'infini sous un ciel turbulent. Ici, au milieu de la steppe ouverte,
Les vents portaient des voix, des murmures intangibles, effleurant doucement l'esprit des cicatrices blanches qui méditaient dans l'isolement sacré. Les bibliothécaires se réunissaient chaque nuit, assis en cercle rituel sous des bannières, représentant le visage féroce du Khan, à la recherche d'une compréhension plus profonde de ses visions. Ils écoutaient attentivement, entendant les échos des sabots qui couraient dans les plaines infinies, un symbolisme sans équivoque, intimement lié à leur primarque. Les Storm Seers, guides spirituels respectés des White Scars, confirmèrent bientôt que ces rêves avaient un poids prophétique, qu'il s'agissait de visions délivrées directement par le Khan lui-même. Les anciens parlaient de lui traversant des royaumes dépassant l'entendement des mortels, son esprit chevauchant les marées de la distorsion, guidant ses fils par des messages inexprimés. L'essence du Khan semblait de plus en plus tangible, une présence invisible mais puissante guidant leurs pensées, aiguisant leur détermination. Les méditations à l'échelle de la flotte, menées à bord des barges de combat, s'intensifièrent, l'air se chargeant d'attente. Un même sentiment d'urgence unissait les White Scars, poussés par la croyance en une révélation imminente. Ils intensifièrent leurs rites de préparation, les rituels de combat devenant des expressions enfiévrées de la foi. Les lames et les armures brillaient à la lumière des torches, purifiés par l'encens sacré, les guerriers se préparant à un avenir qui se dessine rapidement. Au-delà de Chogoris, les visions du Khan se répandirent dans l'espace impérial, à une vitesse remarquable, portées rapidement par des messages astropathiques. Les rapports se multiplièrent en provenance d'avant-postes éloignés et de mondes frontaliers, des soldats décrivant de vifs rêves remplis d'une imagerie indubitablement chogorienne. Les citoyens impériaux, qui ne connaissaient pas la légende du Khan, ne tardèrent pas à parler avec respect d'un puissant roi guerrier conduisant des cavaliers spectraux à travers des steppes sans fin, sous un ciel ouvert. Les navigateurs qui guidaient les vaisseaux dans les voies de distorsion décrivaient des phénomènes remarquables, des apparitions fantomatiques de cavaliers courant à côté de leurs vaisseaux, des formes lumineuses s'allumant, éclairant des passages sûrs à travers des tempêtes jusque-là infranchissables. Ces manifestations rayonnaient de force et d'espoir, reflétant les présages similaires attribués aux apparitions lupines de Russe, mais liés de manière unique au symbolisme féroce du Khan. Les érudits de Terra, déjà profondément engagés dans l'interprétation des présages de Russe, s'attaquaient maintenant avec ferveur aux textes anciens concernant Jagatai Khan. Des références obscures dans des parchemins longtemps négligés révélèrent des versets annonçant le retour éventuel du Khan dans les vents cosmiques, pour guider une fois de plus l'humanité dans ses heures les plus sombres. La convergence des prophéties, celle de Russe et celle du Khan, amplifia encore l'attente grandissante de l'humanité. La gouvernance impériale luttait pour contenir l'excitation et l'appréhension croissante. Les chambres politiques de tous les secteurs se remplissaient de débats tendus, chaque mot étant lourd d'attente. Le retour potentiel de plusieurs primarques soulevait de profondes questions de pouvoir, de légitimité et de destin, obligeant les dirigeants de l'Imperium à réfléchir attentivement à leurs alliances, à leur loyauté et à leur but ultime. Robert Guilliman et Lyon L. Johnson observèrent attentivement la convergence de ces deux courants prophétiques, pleinement conscients que leurs prochaines actions définiraient le destin de l'humanité. En privé, Guilliman reconnaissait ouvertement l'importance de l'émergence possible du Khan, rappelant avec force l'indépendance et la loyauté féroce de son frère. Le Lion L. Johnson était d'accord, conseillant la prudence tout en reconnaissant clairement que les événements dépassaient rapidement leur planification minutieuse. L'Imperium, galvanisé par ces deux prophéties, se trouvait alors au bord du précipice, prisonnier de la tension, de l'attente
et du frisson d'une révélation profonde. La psyché collective de l'humanité, façonnée par des générations de désespoir, aspirait profondément à l'espoir, mais restait craintive, comprenant intuitivement le bouleversement transformateur qu'un tel retour entraînerait. Sur Chogoris, sous un ciel tempétueux, les White Scars se tenaient unis, psalmodiant des prières, invoquant le retour rapide de leur primarque. Le tonnerre grondait en réponse, les éclairs fendaient les ténèbres pour illuminer les guerriers dont les yeux brûlaient d'une foi fervente. Ils sentaient la présence du Khan, juste au-delà de la perception, plus proche à chaque instant. Dans toute la galaxie, l'humanité retenait son souffle. Les prophéties s'étaient tissées étroitement dans la conscience de l'Imperium, fusionnant l'espoir et l'incertitude en un tout indissociable. L'heure approchait à grands pas, 2 primarques étaient déjà unis, mais la galaxie attendait anxieusement, les battements de cœur s'accélérant en synchronisation avec les battements de sabots résonnant à travers des plaines lointaines et intemporelles. Bientôt, tous le savaient, les vents de Chogoris déferleraient sur la galaxie, annonçant le retour triomphal d'un primarque et remodelant irrévocablement l'avenir de l'humanité. Dans les salles solennelles des vastes archives d'Espandor, Roboute Guilliman et Lion L. Johnson se réunirent une fois de plus, se plongeant dans des textes anciens et obscurs. Ils se sont rassemblés sous des plafonds voûtés faiblement éclairés par des lumens, leurs visages illuminés par la lueur vacillante, tandis qu'ils se penchaient sur des parchemins gravés d'une écriture délavée. Astropathes et bibliothécaires se tenaient silencieusement autour d'eux, les voix étouffées, offrant des interprétations des visions qui avaient balayé sans relâche l'Imperium. Guilliman examina un parchemin en lambeaux, dont l'écriture ancienne, rédigée dans un dialecte archaïque, évoquait de façon énigmatique le retour des primarques au milieu des tempêtes de bouleversements cosmiques. Ses sourcils se froncèrent pensivement, discernant les fils délicats de la prophétie, tissés de manière complexe dans chaque ligne. Le lion L. Johnson, toujours vigilant, étudiait un tome enluminé, gravé de pictogrammes obscurs symbolisant des loups, des cavaliers et des vents célestes, une tapisserie du destin qui laissait présager des révélations encore incertaines. Les primarques parlèrent à voix basse, délibérant avec soin, partageant des fragments de sagesse recueillis dans des mondes disparates. Guilliman fit référence à des textes conservés par les méticuleux archivistes d'Ultramar, tandis que le lion apporta des récits glanés auprès des bibliothécaires des Dark Angels, chaque pièce ajoutant des couches à la tapisserie complexe d'une destinée imminente. Leur dialogue révélait un optimisme prudent, mais tous deux restaient profondément conscients que l'interprétation comportait des risques, la prophétie pouvait guider ou tromper avec la même facilité. Les astropathes qui les accompagnaient parlaient avec insistance des visions qui inondaient leurs pensées éveillées, des rêves intensifiés par la proximité des puissantes auras psychiques des primarques. Ces voyants décrivaient des images de loups hurlant sous les aurores, de cavaliers galopant inlassablement dans des plaines sans fin, et de silhouettes ombragées se tenant au seuil de la révélation. Leur vision, précise et vivante, traduisait la présence de primarques invisibles mais indubitables, s'approchant à travers des paysages symboliques vers l'éveil. Guilliman et Lion L. Johnson comprenaient bien le poids symbolique de telles visions. Le loup représentait l'Eman russe, protecteur farouche, guerrier loyal, tandis que les cavaliers tonnant à travers les plaines ouvertes ne pouvaient que signifier l'esprit inflexible de Jagatai Khan. Mais les primarques se sont penchés sur les implications plus profondes des visions. Ces présages annonçaient-ils le salut ou le désastre? Ces présages étaient-ils des vérités littérales, annonçant des retours physiques, ou des reflets symboliques des désirs intérieurs de l'humanité?
Leurs discussions se sont élargies, cherchant la clarté dans la sagesse des visions astropathiques. Les voyants décrivirent avec force leurs expériences. Un loup spectral traquant silencieusement les toundras gelées, un puissant cavalier menant des charges sous des cieux infinis. Gilliman écoutait attentivement, son esprit stratégique passant au crible chaque image, à la recherche de vérités cachées sous le symbolisme. Le lion L. Johnson, réservé mais profondément observateur, offrait des aperçus mesurés, rappelant à tous les présents l'équilibre délicat entre les attentes et la réalité. Pourtant, en dépit d'une analyse prudente, l'incertitude prévalait. Gilliman réfléchit profondément aux conséquences de ces visions si elles s'avéraient vraies, à l'espoir et au bouleversement qu'elles pourraient provoquer. L'anticipation collective de l'humanité grandissait chaque jour, mêlée irrévocablement à la peur. Les mondes de l'impérium, accablés par des siècles de souffrance, attendaient désespérément la délivrance promise par ces figures légendaires. Pourtant, Gilliman savait par expérience que l'espoir, s'il n'était pas géré, pouvait facilement devenir volatile. Leurs consultations étaient souvent ponctuées de silences inquiets, les deux primarques pesant lourdement les implications du retour potentiel de leurs frères. La nature féroce de Russe aiderait-elle à unifier l'impérium, ou son arrivée exacerberait-elle des fractures déjà dangereusement prononcées? L'esprit indépendant de Khan inspirerait-il ou diviserait-il davantage les factions dispersées qui s'accrochent faiblement à l'unité? Ni Gilliman ni le lion ne se font d'illusions. Le retour de chaque primarque aura un impact profond sur l'humanité, modifiant à jamais le délicat équilibre des pouvoirs. Lion L. Johnson parle ouvertement de prudence, son expérience lui ayant appris à se méfier de la nature séduisante des prophéties. Gilliman est d'accord, mais insiste fermement sur le fait que l'humanité a besoin d'espoir pour survivre. L'unité nécessite des symboles suffisamment puissants pour galvaniser des peuples dispersés en un tout cohérent. L'équilibre est la clé, ont-ils convenu, embrasser l'espoir sans s'abandonner totalement à une foi aveugle, manier la prophétie avec précaution comme un outil stratégique plutôt que comme une certitude absolue. Pendant qu'il parlait, les messages astropathiques continuaient d'arriver sans relâche, chacun contenant des rapports de plus en plus vifs et urgents. De Fenris, les prêtres des runes rapportaient des tempêtes dont les vents hurlants portaient la présence indubitable de Russe. De Chogoris, les cicatrices blanches parlaient avec assurance du réveil imminent du Khan. À travers les mondes, l'humanité retenait son souffle collectivement, le pouls accéléré par l'anticipation et la crainte à parts égales. Les tensions s'intensifièrent, ressenties par Gilliman et Lionel Johnson. Ils sentaient clairement que le destin approchait rapidement, guidé par des forces anciennes et impénétrables. Les deux primarques savaient que leur prochaine décision aurait de profondes répercussions sur l'impérium. Ils se tenaient prêts, mais avec un lourd fardeau, conscients que les prophéties annonçaient des possibilités, jamais des certitudes, et que leurs choix actuels façonneraient irrévocablement le chemin de l'humanité. Dans la grande salle des archives d'Espandor, sous des fresques de triomphe et de sacrifice, les primarques ont conclu leur délibération. À l'extérieur, le crépuscule s'installait doucement, les étoiles émergeant une à une, d'anciennes sentinelles observant tranquillement le déroulement de la destinée. Gilliman et Lion L. Johnson se tenaient côte à côte, le regard tourné vers l'infini du cosmos, conscients que quelque part parmi ces étoiles lointaines, les primarques de la prophétie s'agitaient sans relâche, au seuil de l'éveil. À cet instant, les deux primarques ressentirent une certitude indéniable. La révélation était imminente. L'impérium se trouvait au bord de la transformation, entre espoir et désastre,
dans l'attente d'une vérité qui n'avait pas encore été révélée. Avec Gilliman et Lyon L. Johnson désormais réunis, l'Imperium était entré dans une ère d'anticipation et de renouveau sans précédent. Deux primarques étaient de retour, leur émergence se répercutant comme un coup de tonnerre dans la conscience collective de l'humanité, remodelant les attentes et allumant des espoirs longtemps endormis. Pourtant, leur retour avait soulevé de profondes questions, des questions qui résonnaient désormais sans relâche, sans réponse, mais profondément convaincantes. Qui reviendrait ensuite? Le réveil de Robert Guilliman avait été miraculeux, un événement profond qui avait trouvé un écho dans d'innombrables mondes. Sa renaissance, née d'une prophétie et d'une nécessité, symbolisait la détermination inébranlable de l'humanité à retrouver sa noblesse et sa force perdue. La vision résolue de Guilliman a apporté la clarté dont on avait désespérément besoin, promettant unité et structure à un empire fracturé par la guerre, l'ignorance et la peur. Son retour était plus que symbolique. Il annonçait le début de la résurgence de l'humanité. L'éveil du Lyon L. Johnson avait encore amplifié les attentes de l'humanité, insufflant de la complexité et de l'incertitude à l'espoir. Le lion, mystérieux et autoritaire, a rapidement affirmé son leadership, remodelant les Dark Angels et influençant subtilement la politique impériale. Son retour, sous le sceau du secret et de l'autorité, symbolise la force tempérée par la prudence, une figure dont la présence exige le respect tout en suscitant l'inquiétude. Ses actions, bien que décisives, laissaient entrevoir des mystères non résolus et des secrets non encore dévoilés. Pourtant, ces deux retours remarquables ne représentaient que le début du voyage transformateur de l'humanité. L'Imperium était désormais à bout de souffle, suspendu au seuil d'une nouvelle révélation. Les rumeurs et les prophéties concernant d'autres primarques tourbillonnaient puissamment, indéniables dans leur intensité. Deux noms émergeaient, profondément ancrés dans les rêves et les peurs de l'humanité. Leman Russ et Jaghatai Khan. L'ombre du roi loup se profilait, sa présence étant annoncée par des rêves prophétiques et des apparitions spectrales. Les guerriers rapportèrent des visions d'un loup fantomatique, rôdant sur les champs de bataille, des présages symboliques apparaissant sur Fenris, et les astropathes racontèrent des rêves effrayants de loups hurlants dont les échos persistaient longtemps après le réveil. Le retour de Russ avait été promis il y a longtemps, un dernier gardien féroce convoqué dans les heures les plus sombres de l'humanité. Était-ce cette heure? Les vents de Chogoris étaient tout aussi vifs, les prophéties annonçant l'émergence de Jaghatai Khan devenant de plus en plus fortes, claires et insistantes. Les guerriers des cicatrices blanches parlaient avec assurance de vision. Des cavaliers spectraux courant sous des cieux infinis, l'esprit féroce de leur primarque ne faisant aucun doute, fonçant hardiment vers leur destin. La rumeur du retour de Khan évoquait l'aspiration de l'humanité à la liberté, l'appel à l'aventure et à la gloire, éveillant les cœurs à travers les mondes dispersés, poussant l'humanité à sortir du désespoir et à retrouver sa vigueur perdue. Ainsi, la galaxie vacillait entre l'espoir et la peur, l'inspiration et l'incertitude. Partout où Guilliman et Lyon L. Johnson se rendaient, l'humanité les accueillait avec un respect teinté d'attente, les yeux demandant silencieusement quel frère suivrait, leurs espoirs silencieux témoignant à la fois du désespoir et du courage. Les mondes impériaux ont tremblé sous des vagues d'intensité prophétique. Les érudits débattaient férocement, analysant des textes sibyllins à la recherche de réponses, tandis que les astropathes s'efforçaient de lire des rêves saturés de symboles vivants de loups et de cavaliers. Les politiciens débattaient férocement, cherchant la certitude au milieu de l'ambiguïté.
Les prêtres priaient avec ferveur, leur chant étant empreint d'une puissante urgence née d'une foi désespérée. L'humanité se tenait en équilibre, les cœurs aspirant à la délivrance, tout en se méfiant des bouleversements que chaque retour entraînerait inévitablement. Gilliman et Leon L. Johnson, profondément conscients de la responsabilité qui leur incombait, ont assumé leur rôle de guide au milieu de marées incertaines. Ils symbolisent l'espoir, l'unité et le renouveau, incarnation vivante du plus grand potentiel de l'humanité. Pourtant, même eux sentaient que la véritable forme du destin restait partiellement obscure, dissimulée derrière des voiles de prophétie et des visions symboliques dont la clarté demeurait insaisissable. Ensemble, sous un ciel étoilé, les deux primarques regardaient vers le haut, cherchant silencieusement des réponses parmi les étoiles lointaines. Russe ou Khan, loup ou cavalier, chaque prophétie avait le même poids et promettait de profondes implications. Gilliman savait que le primarque qui reviendrait ensuite modifierait radicalement la trajectoire de l'humanité, soit en stabilisant l'unité, soit en plongeant l'impérium plus profondément dans l'incertitude. Le lion L. Johnson partageait l'appréhension de son frère, reconnaissant pleinement la gravité de ce qui les attendait. Pourtant, alors même qu'ils contemplaient les étoiles, leurs pensées se tournèrent subtilement vers un autre mystère, plus silencieux, qui s'entremêlait subtilement, mais inéluctablement, avec leur propre réveil. Mars, le cœur de la puissance technologique de l'humanité, s'agite silencieusement sous les sables cramoisis. Les canaux impériaux faisaient état de développements énigmatiques, de projets obscurs menés par le personnage secret connu sous le nom de Belisarius Cawl. Gilliman se souvenait clairement de l'étrange prêtre technicien dont les connaissances arcaniques avaient joué un rôle essentiel dans sa résurrection. L'influence de Cawl s'étendait bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Ses plans s'entremêlaient subtilement avec les retours du primarque. Ses objectifs étaient dissimulés derrière des couches de secret et d'ambition. Les Marines Primaris, nouvel espoir de l'humanité forgé dans les voûtes cachées de Mars, sont directement issus du génie énigmatique de Cawl. Gilliman et Lionel Johnson ont tous deux compris la signification de l'ascension silencieuse de Mars. L'ombre de Cawl s'étendait subtilement sur leur destin, ses secrets pouvant contenir des réponses à des questions encore non posées. Ainsi, alors qu'ils contemplaient ensemble l'avenir incertain de l'humanité, une question passionnante résonnait clairement au-dessus de toutes les autres, puissante, irrésistible, sans réponse. Qui sera le prochain à revenir ? Alors que les regards de l'Imperium restaient fixés sur les retours miraculeux de Gilliman et de Lionel Johnson, un autre réveil s'opérait silencieusement dans des chambres secrètes sous les sables rouges de Mars. Cachés sous des bastions de fer et des couches d'acier, dans des salles labyrinthiques voilées d'ombre, Belisarius Cawl, l'énigmatique prêtre technicien dont l'influence s'étend sur des millénaires, travaillait sans relâche à l'orchestration d'un événement dont l'importance allait bientôt se répercuter dans toute la galaxie. Mars, monde forgé sacré de l'Adeptus Mechanicus, recèle des mystères plus profonds et plus obscurs que n'importe quel autre monde. Sous ces déserts cramoisis et ces manufactures imposantes se cachent des voûtes, d'anciens laboratoires intouchés par des regards extérieurs, dépositaires d'un savoir et d'une ambition si immense qu'ils confinent à l'hérésie. C'est là, au milieu des lumières vacillantes et des machines pulsantes, que Belisarius Cawl poursuivait ses projets clandestins. Cawl lui-même était une énigme, un personnage entouré de rumeurs et de secrets. Ses origines obscurcies par une mauvaise orientation délibérée, ses véritables motivations encore plus insaisissables, il évoluait dans l'ombre et le silence, orchestrant de grands projets
qui s'étendait sur des siècles. Peu de membres du Mechanicus osaient le questionner ouvertement, et encore moins connaissaient l'étendue de ses activités secrètes. Ceux qui le connaissaient le craignaient ou le vénéraient, comprenant clairement le dangereux génie qui se cachait sous sa façade énigmatique. Dans des installations cachées sous le plateau de Tarsis, Kaol avait travaillé sans relâche, guidé par des visions qu'il était le seul à comprendre. Là, d'innombrables serviteurs travaillaient en silence, entretenant une atmosphère épaisse d'encens et de décharges statiques crépitantes. Les machines ronronnaient en rythme, projetant des ombres inquiétantes sur les murs anciens gravés de symboles plus vieux que la mémoire. Dans ces salles, la technologie se confondait avec le rituel, et l'innovation se situait à la frontière périlleuse entre la dévotion et l'expérimentation interdite. Le secret le plus ambitieux de Kaol se trouvait dans des chambres scellées, sécurisées par des gardes et des protocoles arcaniques qu'il était le seul à comprendre. Des rangées et des rangées de caissons d'incubation s'étendaient dans l'obscurité, chacun contenant des guerriers conçus non seulement pour la guerre, mais aussi dans un but profond. Les Marines Primaris, les nouveaux champions de l'humanité, conçus selon des méthodes à la fois révolutionnaires et controversées. Ils attendaient patiemment, suspendus dans un sommeil silencieux, inconscients de l'appel du destin qui approchait à grands pas. Minutieusement programmés pour coïncider avec la résurrection de Guilliman, les plans de Kaol se déroulèrent méticuleusement. Il avait prévu ce moment, il en avait en fait conçu lui-même certains éléments, tissant soigneusement les fils du destin en même temps que la maîtrise scientifique. La résurrection de Guilliman, le retour de Lyon L. Johnson, les prophéties chuchotées de Russe et de Khan, tous ces événements avaient des liens subtils et délibérés avec l'éveil de Mars sous sa direction. Alors que Guilliman sortait de sa stase sur Macragge, les signaux des profondeurs de Mars s'activèrent simultanément, déclenchant des processus préparés depuis des siècles. D'anciennes machines reprirent vie, l'énergie s'engouffrant dans des conduits longtemps dormants, réveillant des merveilles technologiques endormies depuis l'âge d'or de l'humanité. Kaol observait attentivement, sachant que les implications allaient bien au-delà de Mars elle-même. Ses plans étaient enfin prêts à être révélés, programmés de manière exquise à l'heure où l'humanité en a le plus besoin. Les Marines Primaris commencèrent à s'éveiller dans leurs caissons cachés, leur conscience émergeant d'un sommeil artificiel, leurs esprits marqués d'un but et d'une loyauté méticuleusement encodés. Ces guerriers ne représentaient pas seulement le summum de la science génétique et martiale, mais un élément essentiel de la vision complexe de Kaol pour la résurgence de l'humanité. Chaque marine primaris incarnait une promesse, leur création symbolisant un renouveau intimement lié au retour légendaire des primarques. Pourtant, Kaol restait prudent, ses actions étant toujours soigneusement voilées par le secret. L'Imperium était fragile, enclin à la peur et à la suspicion. Révéler ses créations trop rapidement pourrait susciter de la résistance ou de l'incompréhension. C'est pourquoi l'existence des Marines Primaris resta d'abord dissimulée, déployée stratégiquement et subtilement, leur présence n'étant connue que par des chuchotements, les rumeurs ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à une galaxie déjà turbulente. Dans tout le Mechanicus, cependant, les actions de Kaol provoquèrent des vagues d'inquiétude et d'effroi à parts égales. Les prêtres techniciens discutaient de ses intentions à voix basse, s'interrogeant ouvertement sur la moralité et le caractère sacré de ses expériences. Certains le considéraient comme un visionnaire, un sauveur, dont le génie conduirait l'humanité vers un avenir plus radieux. D'autres le considéraient comme un dangereux radical dont les ambitions menaçaient de déstabiliser les équilibres délicats qui préservaient la survie précaire de l'humanité. Kaol lui-même
n'était pas concerné par ces débats, se concentrant uniquement sur son objectif ultime. Il connaissait intimement la nature du péril qui menaçait l'humanité et comprenait le rôle crucial des primarques dans l'élaboration de l'avenir. Les Marines Primaris étaient sa réponse, une force capable de stabiliser l'Imperium, maniée efficacement par Guilliman et le Lion, et peut-être bientôt par d'autres primarques de retour. En silence, il surveillait les communications astropathiques, suivant attentivement les présages concernant Russ et Khan. Ces prophéties s'inscrivaient parfaitement dans ses calculs, confirmant la justesse de ses actions. L'humanité était sur le fil du rasoir, son avenir malléable mais incertain. La vision de Kaul était claire, son timing méticuleux. Mars s'était réveillé précisément au moment où il le fallait, croisant le destin à son point le plus critique. Alors que Guilliman et Lyon L. Johnson se tenaient unis sous les étoiles anciennes, contemplant le retour imminent de leur frère, Kaul se déplaçait avec confiance dans les profondeurs ombragées de Mars, prêt pour la révélation. Le réveil de Mars n'était pas simplement symbolique, c'était un impératif. La survie de l'humanité en dépendait, et Kaul savait que bientôt, la galaxie comprendrait pleinement l'ampleur de ses ambitions secrètes. Sous la surface cramoisie de Mars, à l'abri des regards indiscrets et de la surveillance impériale, se trouve un réseau labyrinthique de chambres et de laboratoires connus seulement de quelques privilégiés. C'est là, au plus profond de ces sanctuaires souterrains de l'innovation et du secret, que se déploient les plus grandes œuvres de Belisarius Kaul, des créations ambitieuses prêtes à redéfinir l'avenir de l'humanité. À la faible lueur des globes lumineux, des rangées de caissons d'incubation s'étendaient à l'infini, s'étirant dans les profondeurs ombragées du sol martien. Chaque chambre contenait des guerriers forgés par des méthodes si avancées, si radicales, que peu de gens à l'extérieur de ces murs oseraient en concevoir la possibilité. Il s'agissait des Marines Primaris, des guerriers génétiquement et technologiquement perfectionnés, créés pour succéder à l'Adeptus Astartes originel, des soldats dotés d'une force, d'une agilité et d'une détermination sans précédent. Les laboratoires eux-mêmes étaient des miracles d'ingéniosité interdite, mêlant sagesse ancestrale et innovation audacieuse. Les machines ronronnaient en rythme dans des chambres remplies de brume artificielle, leur surface gravée de symboles représentant des secrets jalousement gardés par l'Adeptus Mechanicus. Des prêtres techniciens se déplaçaient avec respect dans les couloirs, murmurant des prières à l'Omnicia, leurs membres mécaniques effectuant des réglages précis sur des instruments délicats. Ici, la tradition et l'hérésie se croisaient, la frontière entre l'inspiration divine et l'ambition dangereuse s'estompant délibérément sous l'impulsion de Kaul. Belisarius Kaul, imposant et énigmatique, supervisait personnellement chaque étape de la création, sa présence étant un phare imposant dans ces salles obscures. Vêtu de cramoisi, sa forme augmentée dégageait une confiance tranquille. Son regard était aiguisé par l'intelligence acquise au cours d'innombrables siècles. Rares étaient ceux qui comprenaient l'ampleur ou l'audace de l'œuvre de Kaul. Plus rares encore étaient ceux qui pouvaient en saisir le véritable but. Chaque marine primaris représentait un triomphe de l'ingénierie génétique, l'aboutissement de recherches commencées bien avant la résurrection de Guilliman. Utilisant les modèles génétiques fournis par Guilliman lui-même, stockés en toute sécurité depuis l'aube de l'Imperium, Kaul avait méticuleusement affiné et amélioré les plus grands guerriers de l'humanité. Par le biais d'essais, d'erreurs et d'expérimentations minutieuses, il a éliminé les défauts inhérents à la conception originale des Astartes, augmentant la force, la résistance, les réflexes et la force mentale à des niveaux sans précédent. Pourtant,
La supériorité physique n'était qu'une facette du grand dessein de Cowles. Le psychisme de chaque marine primaris avait été soigneusement façonné, leur esprit rigoureusement imprégné d'une loyauté et d'un dévouement inébranlable à la survie de l'humanité. Ce sont des guerriers qui incarnent le courage, l'honneur et l'acharnement, les meilleurs défenseurs de l'humanité, forgés dans le secret, prêts à émerger à l'heure précise, où tout espoir semble perdu. Le secret de Cowles avait été méticuleusement gardé, afin qu'aucun indice de sa création ne s'échappe prématurément. Même les personnalités les plus influentes de Mars étaient soigneusement tenues dans l'ignorance, ce qui garantissait la surprise et l'avantage stratégique. Ils comprenaient la psychologie complexe de l'Imperium et savaient que le timing et la perception étaient essentiels. L'acceptation de l'humanité dépendait d'une révélation au moment parfait. Alors que la renaissance de Guilliman résonnait sur les mondes impériaux et que le retour de Lyon L. Johnson ravivait l'espoir et l'appréhension, Cowles reconnut clairement que le moment était venu. Les Marines Primaris n'étaient pas de simples symboles, ils étaient des nécessités pratiques, des guerriers capables de transformer l'espoir en une victoire tangible. La galaxie se tenait prête, attendant des héros suffisamment forts pour stabiliser un empire fracturé. Dans des installations secrètes sous Mars, des serviteurs ont soigneusement mis en place les protocoles de réveil final. Les chambres se remplissent de vapeurs sifflantes et d'impulsions électriques lumineuses. Les guerriers s'agitent lentement, leur conscience émergeant peu à peu des rêves artificiels. Chaque capsule libère des jets de vapeur, tandis que des silhouettes en armure émergent, debout et sûres d'elles, l'expression stoïque, les yeux illuminés par un nouveau but. Ils s'avancèrent, disciplinés, conscients instinctivement que le moment de la révélation était enfin venu. Belisarius Cowles observait en silence, depuis une salle de contrôle surélevée, ces créations qui se rassemblaient en ordre sous les plafonds voûtés. Il ne ressentait ni fierté ni incertitude, mais seulement une certitude tranquille, la conviction assurée d'un stratège voyant ses plans les plus élaborés porter leurs fruits. Le réveil de Mars avait irrémédiablement mis le feu aux poudres, et les Marines Primaris représentaient la meilleure chance pour l'humanité de retrouver la stabilité au milieu de la spirale du chaos. La nouvelle se répandit bientôt sur Mars, les rumeurs quittant rapidement les chambres cachées, chuchotées parmi l'élite du Mechanicus. L'admiration se mêla à l'inquiétude, la révérence à la suspicion, à mesure que les nouvelles parvenaient à Terra et à Ultramar. Guilliman reçut les premiers rapports avec un soulagement tranquille, comprenant profondément l'importance des Primaris Marines. Le Lyon L. Johnson les considéra avec prudence mais reconnut leur immense valeur, percevant la profondeur de la planification qui avait présidé à leur création. La galaxie se tenait prête, l'attente s'intensifiant au fur et à mesure que les rumeurs se multipliaient, décrivant des guerriers surpassant les Astartes ordinaires en force et en détermination. Guilliman et Lyon L. Johnson se préparaient soigneusement, leurs esprits élaborant déjà des stratégies pour intégrer au mieux ces guerriers dans leur légion. L'humanité, profondément remuée par leur retour, s'apprêtait à assister à une nouvelle révélation qui pourrait faire pencher la balance vers le salut ou vers de nouveaux bouleversements. Sous la surface silencieuse de Mars, Cowles donna les derniers ordres. Des portes longtemps scellées s'ouvrirent lentement, révélant des couloirs menant au ciel martien. Des rangées de Marines Primaris s'avancèrent avec assurance, sortant de la clandestinité pour entrer dans une lumière éclatante, des silhouettes en armure étincelante, se tenant avec assurance sous le ciel rouge. Les Marines Primaris étaient arrivés, le nouvel espoir de l'humanité enfin dévoilé.
Des chambres cachées sous Mars, les Marines Primaris ont émergé à la lumière de la révélation. Des géants en armure dont la présence promettait un espoir renouvelé. Conçus avec soin par Belisarius Cawl, leur existence même incarnait l'aspiration désespérée de l'humanité au salut. Rapidement et résolument, ces guerriers furent envoyés sur des champs de bataille qui avaient langui pendant des générations, leur arrivée étant minutieusement programmée pour faire basculer le destin de l'Imperium. Leur premier déploiement a eu lieu sur le monde ravagé d'Agratar, une planète frontière assiégée sans relâche par des armées hérétiques. Les défenseurs d'Agratar, épuisés et submergés, luttaient désespérément pour conserver leur dernier bastion, une ville forteresse dont les murs portaient les cicatrices d'assauts incessants. Le moral des troupes s'était effondré, la détermination s'effritant sous les attaques incessantes et l'espoir qui s'amenuisait. Pourtant, alors que l'aube se lève sur des fortifications anéanties, des traînées lumineuses apparaissent soudain dans le ciel, des nacelles tombant rapidement, annonçant l'arrivée des nouveaux champions de l'humanité. Avec un impact tonitruant, les capsules de largage s'écrasèrent sur la surface d'Agratar, provoquant des nuages de poussière et des flammes spectaculaires. Leurs portes s'ouvrirent rapidement, et les Marines Primaris en sortirent avec une urgence disciplinée, vêtus de céramite d'un bleu outre-mer vibrant et d'un blanc éclatant. Plus grands, plus forts, plus résistants que toutes les générations précédentes d'Astartes, leur présence rayonnait de puissance et d'invincibilité. En quelques instants, leurs bolters s'allumèrent, déclenchant un torrent discipliné de tirs précis, fauchant les ennemis qui avançaient avec une efficacité impitoyable. Les défenseurs, qui observaient la scène avec stupéfaction et incrédulité, ont senti l'espoir renaître dans leur cœur. Pour la première fois depuis des années, ils voyaient l'humanité non seulement résister, mais aussi l'emporter de manière décisive. Les Marines Primaris avançaient méthodiquement, leur rang discipliné impénétrable, manifestation physique du défi de l'humanité contre le désespoir. Leur commandant, une figure imposante dont la seule présence inspirait le courage, menait la danse depuis le front, abattant les hérétiques par des frappes décisives et implacables. La nouvelle de l'arrivée des Primaris Marines se répandit rapidement parmi les défenseurs d'Agratar. Les soldats qui s'étaient résignés à la défaite ont retrouvé leur courage et se sont rapidement ralliés à ces nouveaux héros. Inspirés, les gardes se sont battus avec une ferveur renouvelée, repoussant les lignes ennemies aux côtés des Primaris, reconquérant des territoires que l'on croyait perdus à jamais. En l'espace de quelques heures, le vent avait tourné de manière irrévocable. Les défenseurs d'Agratar avançaient triomphalement, leur foi restaurée par des guerriers dont la simple existence symbolisait le renouveau. La nouvelle se répandit rapidement à travers les canaux astropathiques, propageant des rapports sur les débuts remarquables des Marines Primaris. Ces récits, vivants et puissants, décrivaient des guerriers dont les compétences, la discipline et l'héroïsme semblaient presque divins. Les témoins ont parlé avec respect de leurs charges intrépides, de leur génie stratégique et de leur détermination inébranlable au combat. Ces récits ont trouvé un écho profond et ont rapidement fait naître l'espoir dans les mondes impériaux assiégés. Ailleurs, les Marines Primaris se sont déployés avec le même impact. Sur le monde de Dresian Prime, assiégé par des hordes orques, leur arrivée a brisé les rangs de l'ennemi de manière décisive. Des tribus entières ont été dispersées par des volées disciplinés et des assauts incessants. Sur Séraphis IV, en proie aux invasions tyrannides, les escouades de Primaris ont défendu des positions critiques longtemps considérées comme indéfendables, leur précision stratégique stoppant froidement et méthodiquement les avancées monstrueuses. Sur d'innombrables champs de bataille, les Marines de Primaris ont fait preuve d'une supériorité si évidente
qu'elle confinait à la légende. Chaque déploiement est devenu un triomphe, les histoires étant rapidement partagées entre les régiments, les mondes et les secteurs. Leurs actions parlaient de fort, faisant taire les sceptiques, convertissant les sceptiques. Bientôt, les citoyens impériaux murmurèrent le nom des Marines Primaris avec révérence, les considérant comme des symboles vivants de la résurgence de l'humanité, une promesse tangible de rédemption. En quelques mois, les Primaris Marines sont devenus synonymes de victoire. La propagande impériale s'est rapidement emparée de leurs exploits, les présentant comme l'incarnation de l'esprit indomptable de l'humanité. Des statues furent rapidement érigées sur les mondes libérés grâce à leur courage, symboles commémorant leur héroïsme et leur sacrifice. L'Imperium les adopta avec ferveur, désespérant de trouver des héros suffisamment forts pour unir un empire fragmenté. Roboute Guilliman lui-même, observant attentivement les rapports, éprouvait une fierté discrète à l'égard de ces guerriers issus de son héritage génétique. Il reconnaissait clairement l'avantage stratégique qu'ils représentaient, leur succès validant sa collaboration avec Belisarius Cawl. Le lion L. Johnson, d'abord prudent, a rapidement admis l'efficacité des Marines Primaris, reconnaissant leur rôle central dans la stabilisation de l'humanité. Les mondes impériaux attendaient désormais avec impatience l'arrivée des Marines Primaris, les considérant comme des héros de la victoire. Pourtant, malgré l'enthousiasme général, des murmures prudents persistaient. Certains s'interrogeaient discrètement sur l'ascension rapide de ces nouveaux guerriers, s'interrogeant sur les implications d'une acceptation aussi rapide. D'autres spéculaient sur les véritables intentions de Belisarius Cawl, conscients que le secret avait présidé à leur création. L'humanité avait désespérément besoin de héros, et les Marines Primaris remplissaient ce rôle de manière spectaculaire. C'est ainsi que la légende s'est rapidement mêlée à la réalité. Les Marines Primaris, dévoilés de façon spectaculaire sur Agratar et d'innombrables autres mondes, s'étaient fermement imposés comme les nouveaux champions de l'humanité. Leurs actes héroïques résonnaient puissamment à travers l'Imperium. Leurs noms étaient profondément gravés dans la conscience collective de l'humanité. Mais alors même que leur légende se répandait, de subtiles questions subsistaient discrètement. Des questions qui exigeraient bientôt des réponses, façonnant l'avenir de l'humanité de manière irrévocable. Roboute Guilliman observe avec une fierté mesurée les Marines Primaris devenir rapidement les principaux champions de l'humanité. En observant leur remarquable efficacité, il reconnut immédiatement leur potentiel à transformer la situation désespérée de l'Imperium. Il comprit que leur existence représentait plus qu'une merveille technologique. Ils représentaient un avantage stratégique qui pouvait changer de façon décisive le destin de l'humanité. S'appuyant sur ses talents de stratège, Guilliman a soigneusement intégré ces nouveaux guerriers aux forces impériales. Il planifia méticuleusement les déploiements, s'assurant que les Marines Primaris apparaissaient précisément là où leur force, discipline, résilience et capacité de combat supérieure étaient le plus nécessaires. D'Ultramar au lointain Segmentum, Guilliman positionna les compagnies de Primaris à des moments critiques, leur impact étant rapide, décisif et sans équivoque. Au début, de nombreux chapitres traditionnels ont considéré les Marines Primaris avec une méfiance prudente. Leur arrivée soudaine, née du secret et d'une innovation sans précédent, déstabilisa les guerriers dont l'identité avait été façonnée par des millénaires de tradition. Guilliman, conscient de cette tension inhérente, a procédé avec prudence, en conciliant le respect des anciennes traditions et l'indéniable nécessité du changement. Il a encouragé les Marines Primaris à gagner la confiance par leurs actes, en laissant les succès remportés sur le champ de bataille s'exprimer clairement
et de manière convaincante. La croisade Indomitus, l'ambitieuse campagne lancée par Guilliman pour stabiliser l'Imperium, devint rapidement le terrain d'expérimentation des Marines Primaris. À la tête d'engagements sur des centaines de mondes, ces guerriers ont fait preuve d'un sens tactique supérieur, d'une résistance remarquable et d'une habileté martiale inégalée. Leurs rangs disciplinés ont percé les lignes ennemies avec une précision calculée, remportant des victoires jusqu'alors considérées comme impossibles. Sur Epsilon Primus, les Marines de Primaris ont protégé des fortifications critiques contre les assauts incessants des orques, tenant leur position suffisamment longtemps pour permettre l'arrivée des renforts. Leur défense stoïque a permis de sauver des millions de personnes, leur bravoure et leur résistance leur valant le respect même des Astartes traditionnels qui doutaient initialement de leur capacité. Sur Avelorn, les escouades de Primaris ont mené des offensives audacieuses contre des légions hérétiques retranchées depuis des décennies, leur courage discipliné inspirant la victoire aux forces impériales alliées. De tels triomphes se sont rapidement multipliés. Chaque succès légitimait un peu plus la vision stratégique de Guilliman, renforçant la confiance en ses nouveaux guerriers. Les chapitres traditionnels, témoins directs de la valeur et de l'efficacité des Marines Primaris, ont progressivement surmonté leur réticence initiale et les ont accueillis comme des compagnons d'armes, unis par un objectif commun. La méfiance a progressivement cédé la place à la camaraderie, forgeant des liens trempés dans la bataille. Guilliman a observé cette intégration de près, veillant soigneusement à l'équilibre entre l'innovation et la tradition. Il reconnaissait l'immense importance symbolique des Marines Primaris. Ils représentaient le renouveau, le progrès et la force au milieu de la stagnation. Leur intégration nécessitait une diplomatie prudente, équilibrant le besoin désespéré de renouveau de l'Imperium et sa profonde révérence pour la tradition. Guilliman comprenait que la confiance ne pouvait pas être commandée, mais qu'elle devait être cultivée avec soin. Les citoyens impériaux, observant les succès des Primaris, les ont rapidement élevés au rang de légende. Les récits de leurs exploits se sont rapidement répandus, inspirant d'innombrables mondes qui languissaient auparavant dans le désespoir. Chaque victoire des Primaris renforçait la foi de l'humanité, rétablissant la confiance dans la capacité de l'Imperium à retrouver la stabilité. Guilliman a su tirer parti de ce récit soigneusement entretenu, en utilisant stratégiquement les Marines Primaris, non seulement comme des guerriers, mais aussi comme des symboles d'espoir et de détermination. Dans des secteurs éloignés, Guilliman envoya des détachements de Primaris, symboles de la force renouvelée de l'Imperium. Partout où leurs vaisseaux apparaissaient, le désespoir reculait. Les commandants impériaux, désireux d'obtenir des renforts décisifs, demandèrent expressément le soutien des Primaris, confiants dans leur capacité de transformation. Les dirigeants impériaux ont rapidement appris à compter sur leur présence, les reconnaissant comme des outils indispensables pour rétablir l'ordre. Pourtant, Guilliman, toujours stratégique, reste vigilant. Il sait que la confiance comporte des risques. La dépendance peut favoriser la complaisance. Son objectif n'était pas seulement le succès militaire, mais une unité durable. Il encouragea les commandants Primaris à s'entraîner aux côtés des Astartes traditionnels afin d'échanger tactiques, expériences et traditions. Guilliman envisageait un impérium intégré, où l'ancienne valeur fusionnait harmonieusement avec l'innovation, stabilisant l'humanité grâce à l'expérience partagée et au respect mutuel. Le lion L. Johnson a soutenu l'intégration prudente mais délibérée de Guilliman, conseillant en privé que si la confiance était inévitable, la vigilance restait essentielle. Le lion reconnaissait clairement les dangers potentiels, dépendance excessive, perte d'autonomie,
acceptation non critique de la nouveauté, mais convenait que les Marines Primaris apportaient une force essentielle à un moment critique. Ensemble, les primarques ont géré l'intégration avec soin, alliant leur sagesse, leur prudence et leur perspicacité stratégique pour assurer une stabilité durable. Alors que la croisade Indomitus prenait de l'ampleur, les Marines Primaris devinrent les héros de la première ligne de l'humanité. Les commandants impériaux apprirent rapidement que la victoire dépendait de leurs rangs disciplinés et résistants. Les campagnes militaires étaient de plus en plus centrées sur leur présence, façonnant la pensée stratégique de l'ensemble des forces impériales. Guilliman observait attentivement, conscient de l'équilibre entre la confiance et la dépendance, un optimisme prudent guidant chacun de ses mouvements. En fin de compte, la nouvelle légion de Guilliman avait profondément transformé le destin de l'humanité. Leur déploiement a rapidement rétabli la confiance, reconquis des territoires et ravivé l'espoir sur d'innombrables mondes. La confiance en ces guerriers n'a cessé de croître, leur valeur ne faisant aucun doute. Pourtant, Guilliman restait conscient de l'équilibre délicat qu'il maintenait. Un équilibre délicat entre la tradition et l'innovation, la dépendance et l'autonomie. Ainsi, l'humanité se tenait prête, les Marines de Primaris au premier plan, symbole de renouveau, de force et d'espoir. Mais Guilliman comprenait parfaitement qu'il fallait faire preuve d'une grande vigilance. Sa nouvelle légion avait profondément remodelé l'Imperium, mais son voyage était loin d'être terminé. Des épreuves exigeant prudence et courage les attendaient, des épreuves qui définiraient de manière décisive l'avenir de l'humanité. Le lion L. Johnson a abordé l'intégration des Marines Primaris dans les Dark Angels avec un pragmatisme tempéré par la prudence. Contrairement à Guilliman, dont l'ouverture d'esprit avait permis une acceptation en douceur dans les rangs des ultramarines, la Légion du Lion était imprégnée de secrets, ses traditions profondément façonnées par l'ombre et le silence. Introduire des Marines Primaris dans un tel environnement présentait des défis uniques que le lion a affrontés avec une délibération calculée. Dans les chambres solennelles du rocher, sous des plafonds voûtés décorés d'anciennes bannières, le primarque a réuni des commandants vétérans. Ils se tenaient tranquillement debout, attendant ses instructions. La voix du lion était empreinte d'une autorité tempérée par la compréhension lorsqu'il exposa sa décision. Les Marines Primaris rejoindraient leur rang, combattant aux côtés des Dark Angels traditionnels pour renforcer la force de la Légion. Il reconnut ouvertement la complexité de ce choix, tout en soulignant sa nécessité pour assurer l'avenir de l'humanité. Les guerriers assemblés écoutaient en silence, leurs réactions dissimulées sous des expressions stoïques. Mais sous ce calme discipliné, les émotions se déchaînaient. L'arrivée des Marines Primaris a ravivé des tensions profondément ancrées, réveillant un malaise enraciné dans la fierté, la suspicion et les secrets farouchement gardés de la Légion. De nombreux vétérans luttaient en privé pour se faire accepter, craignant la dilution de traditions sacrées depuis des millénaires. Pourtant, aucun n'osa contester ouvertement la décision de leur primarque. Les Marines Primaris, disciplinés et respectueux, s'intégrèrent rapidement dans les rangs des Dark Angels. Ils firent rapidement leur preuve au combat, faisant preuve d'un courage et d'une efficacité qui leur valurent le respect des vétérans les plus sceptiques. Cependant, sous l'acceptation de surface, des tensions persistaient, des sentiments complexes de fierté mêlés à un ressentiment subtil, une admiration mêlée de suspicion. Ces nouveaux guerriers incarnaient la force et le renouveau, mais leur existence même soulevait des questions gênantes sur la pureté, l'identité et les secrets soigneusement gardés de la Légion. Dans des chambres privées, des officiers chevronnés débattaient vivement,
s'interrogeant sur les implications de l'adoption de guerriers créés par des moyens mystérieux. Certains se sont passionnément prononcés en faveur de ce projet, considérant les Marines Primaris comme des renforts vitaux dans une guerre que l'humanité était en train de perdre rapidement. D'autres exprimaient un désaccord prudent, se méfiant des origines inconnues des Primaris et de la technologie développée en secret sous les sables rouges de Mars. Le lion a écouté attentivement, comprenant leurs inquiétudes mais résolu dans son choix. Au cœur de ces tensions se trouvent les secrets profondément enfouis des Dark Angels, des mystères connus uniquement du lion lui-même et de son cercle intérieur de confiance. Peut-on confier à ces Marines Primaris, guerriers à l'héritage incertain, des vérités gardées précieusement depuis des millénaires? Leur intégration représentait à la fois une opportunité et un risque, une chance de renforcer la Légion, tout en compromettant potentiellement des secrets anciens et fragiles. Cette incertitude rongeait le cœur de ceux à qui l'on confiait les connaissances cachées de la Légion. Pourtant, Lion L. Johnson a tenu bon. Il savait pertinemment que la victoire passait par l'adaptation. Les Marines Primaris ne représentaient pas un simple renforcement, mais une évolution nécessaire. Leur intégration symbolisait la force tempérée par le sens pratique, l'innovation soigneusement équilibrée par la tradition. Le lion n'abandonnerait jamais les coutumes de sa légion, mais il ne permettrait pas non plus qu'une adhésion rigide à la tradition mette en péril la survie de l'humanité. Les Marines Primaris eux-mêmes, conscients du scepticisme subtil, ont réagi avec un professionnalisme discipliné. Ils se sont comportés avec un respect discret, veillant à ne jamais éclipser leurs frères vétérans. Leur humilité dans la victoire, leur courage sous le feu et leur dévouement sincère commencèrent à éroder les soupçons qui persistaient. Lentement, la camaraderie s'épanouit, née du sacrifice partagé dans des batailles menées avec acharnement dans des secteurs assiégés. Pourtant, même si les Marines Primaris étaient de plus en plus acceptés, de subtiles incertitudes persistaient quant à leurs véritables origines et à leur but ultime. Les questions se chuchotent dans les couloirs obscurs entre guerriers de confiance. Les spéculations sont discutées discrètement derrière des portes closes. Les aumôniers et les bibliothécaires de la Légion, gardiens de la tradition sacrée, surveillaient de près les menaces cachées derrière d'apparentes bénédictions. Les visions astropathiques des Dark Angels s'intensifièrent, révélant des images cryptées et un symbolisme troublant, des visions suggérant des vérités cachées profondément enfouies sous les sables de Mars. Les bibliothécaires se sont efforcés d'interpréter des rêves peuplés de personnages énigmatiques dont l'identité restait frustrante. Les Marines Primaris pourraient-ils abriter des secrets suffisamment dangereux pour déstabiliser même l'unité disciplinée des Dark Angels? Le lion L. Johnson lui-même réfléchissait à ces questions en privé, conscient de la nature délicate de l'équilibre qu'il maintenait. Il comprenait clairement que l'incertitude, si elle n'était pas contrôlée, pouvait corroder la confiance et favoriser la division. Mais il reconnaissait aussi la complexité de la vérité. Les intentions de Mars demeuraient obscures, soigneusement gardées par Belisarius Cawl. Le lion savait que la vigilance était nécessaire, mais que la paranoïa pouvait nuire à l'unité. Il a su concilier prudence et pragmatisme, conscient que la victoire exigeait à la fois ouverture et discrétion. L'Imperium lui-même ressentit les échos de cette tension interne à la Légion. La nouvelle de l'intégration des Marines Primaris par les Dark Angels se répandit rapidement, considérée par beaucoup comme la confirmation du renouveau collectif de l'humanité. Pourtant, sous cet optimisme de façade, un malaise subtil persistait. Les questions concernant le rôle obscur de Mars restaient discrètes, sans réponse, mais inévitables. Ainsi, alors que les Marines Primaris consolidaient leur présence au sein des Dark Angels,
les tensions et les incertitudes s'entremêlaient irrémédiablement. Leur intégration marquait un changement profond, une nécessité stratégique tempérée par une complexité émotionnelle. Leon L. Johnson resta résolu mais vigilant, reconnaissant clairement que la survie de l'humanité nécessitait d'accepter à la fois le renouveau et l'incertitude. Les Dark Angels s'adaptèrent prudemment, guidés par le leadership inébranlable de leur primarque, mais sous la discipline et la bravoure. Des questions subtiles persistaient, des questions qui exigeraient bientôt des réponses dont les révélations façonneraient profondément le destin de la Légion.